Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur Histoire de vie, le podcast produit par RBK Media. Aujourd'hui, nous sommes au palais Omnisport, dans les vestiaires des Spartiates, en présence de Paul Joubert, Yohan Coulot, Emma Troletti, pour une interview incroyable. C'est parti. Alors, merci à tous les deux pour cette interview. Avec plaisir. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler du club ? Alors, il y a eu un premier club en 1968 qui était un club amateur plus. Et en 2012, il y a le club des Spartiates de Marseille qui a été créé. Et depuis ce jour, le club a fait que évoluer. Donc, c'est plutôt positif pour la ville de Marseille et aussi pour le club. Comment se pratique le hockey ? Quelles sont les règles à connaître pour pratiquer le hockey grand public, bien sûr. Moi qui n'ai jamais fait de hockey, comment ça fonctionne ? Déjà, on est sur la glace. On est sur la glace, il faut savoir patiner déjà. Ouais. Ensuite, on enfile un équipement, de la tête aux pieds. Toutes les parties du corps sont protégées, sauf celles qui sont derrière les cuisses et derrière les mollets. Et ensuite, il faut déjà avoir une équipe aussi de hockey sur glace, donc il faut avoir une licence. Et ensuite, on peut pratiquer le hockey sur glace. Après, dans les règles plus, on va dire, pour nous, il y a le hors-jeu. Donc c'est un peu comme au foot, et le dernier attaquant qui rentre en zone, premier attaquant qui rentre en zone doit passer après le palet. Donc le palet, c'est les petits morceaux noirs qu'on doit mettre dans le but. Et après ça, il y a le dégagement interdit. Donc on n'a pas le droit d'envoyer le palet depuis notre zone, avant la ligne rouge. Après ça, après c'est des équipes de combien ? Des équipes de 20 joueurs. La feuille de match, il y a 20 joueurs sur la feuille de match. Et nous, dans le vestiaire, on est 24 joueurs. D'accord. Donc en il y a 7 attaquants, 13 attaquants, 7 défenseurs et 2 gardiens. Et vous êtes quoi ? Moi, je suis défenseur. Moi, je suis attaquant. D'accord. Alors, j'ai appris que la bagarre est tolérée mais pas autorisée. Est-ce que je me trompe ? Ou c'est autorisé ? Est-ce qu'on peut faire un petit point là-dessus, alors, s'il vous plaît, pendant un match ? Alors, ça dépend dans quel niveau on joue. On va dire la Ligue nord-américaine, c'est autorisé et c'est toléré. Il y a beaucoup de bagarres. Nous, en France, c'est autorisé, entre guillemets, toléré. C'est puni. C'est puni. Mais on ne se bat pas parce qu'on a envie de se battre. On se bat pour une certaine raison. Donc, mais vous battez souvent ? Non, on va dire qu'il y a des petites échauffourées durant le match. Et ça peut arriver une fois tous les 5 matchs où il y a vraiment une bagarre. Donc on lâche les gants. Mais c'est assez encadré. Donc à partir du moment où il y a quelqu'un qui touche le sol, donc les 2 genoux au sol, là, on arrête de frapper parce que ça peut être dangereux. On ne sait jamais comment ça peut retomber sur la glace. Mais vous frappez quand même. Vous donc on enlève les gants, mal, quand même. On frappe. Oui. C'est comme en fait c'est une vraie bagarre. Ouais, c'est une vraie bagarre. C'est comme de la boxe sans les gants, quoi. Mais non, c'est une vraie bagarre. Après, c'est Et du coup, c'est sanctionné ? C'est sanctionné. Mais du coup, il laisse faire et après il sanctionne. En gros, pour la sécurité des joueurs et la sécurité des arbitres, la bagarre est autorisée. C'est-à-dire qu'on jette les gants, comme Paul l'a expliqué, on jette les gants, on attrape le joueur qui est en face. Et on se tape. On se bat. Et à partir du moment donné où l'arbitre a décidé d'arrêter la bagarre, ou alors s'il y a un joueur qui est au sol, la bagarre est arrêtée. Et là, tu n'as plus le droit de taper. Si tu tapes au sol ou à travers l'arbitre, tu te fais expulser du match. Donc tu prends 25 minutes. Ou alors, donc la bagarre a été faite dans les règles et tu prends que 5 minutes de pénalité. Donc, mais du coup, ça fait quoi ? Juste tu t'es battu et tu va en prison. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a des petites boxes de l'autre côté de notre banc. D'accord. Et on appelle ça la prison. Donc souvent, c'est quand on fait une faute, une petite faute, un trébuché ou un accroché. On va 2 minutes là-bas dedans. Et pour des bagarres, c'est 5 minutes. Ou dans ce cas-là, si c'est vraiment une grosse bagarre, on est expulsé du match. Ok. Des suspensions. Alors, quand est-ce que vous avez commencé le hockey ? Moi, j'ai commencé le hockey à 4 ans. À 4 ans ? À Gap, ouais, en 2004. D'accord. Et moi, j'ai attaqué le hockey à 3 ans et demi à Saint-Pierre-et-Miquelon, donc une petite île à côté du Canada. Incroyable. Et c'est vos parents qui vous ont mis qui vous ont inscrit au... Alors, moi, j'ai la chance d'avoir un grand frère qui a attaqué le hockey juste avant moi. Et du coup, vu que mon papa et ma maman, ils n'avaient pas envie que je fasse différents sports, ils m'ont dit tu vas faire du hockey comme ton grand frère. Moi, ça a été un peu différent. C'est vu que le sport numéro 1 au Canada, c'est le hockey. Je voyais ça tous les jours à la télé. Ça m'a donné un peu envie de jouer. Mes parents, en fait, m'ont fait essayer plusieurs sports et c'est vraiment avec celui-là que j'ai accroché. Donc, j'y suis resté depuis mes 3 ans et demi. Et du coup, à quel moment c'est devenu professionnel ? Enfin, vous êtes devenu joueur professionnel. Est-ce que vous avez fait vos études ? Est-ce que vous étiez en sport-études ? Ça se passait comment ? Alors, moi, j'étais en sport-études à Amiens, dans le nord de la France. Et à la fin de mon sport-études, sport-études hockey. Sport-études hockey, c'est ça. À la fin de mon sport-études hockey, quand j'ai décroché mon bac, j'ai eu l'opportunité de signer mon premier contrat professionnel à Amiens.
Du coup, je l'ai pris et me voilà sportif professionnel depuis 8 ans. Moi, j'ai fait pareil, sport-études de mes 11 ans, donc au collège, jusqu'à mes 17 ans. 17 ans, par contre, j'ai arrêté parce que mon lycée ne me permettait pas forcément de gérer les entraînements pro. En fait, à 17 ans, j'ai commencé à m'entraîner avec les pros et j'ai demandé un peu à m'entraîner et d'adapter un peu les courses, ce qui n'a pas été possible. Du coup, j'ai arrêté le lycée à ce moment-là et je suis passé au CNED. Et c'est assez compliqué pour moi parce que je suis quelqu'un qui apprend beaucoup quand j'écoute et que je vois, mais quand j'apprends tout seul, je suis un peu moins bon. Ouais, c'est dur d'apprendre tout seul quand même. Hein, du coup, j'ai pas eu mon bac, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Non. On n'a pas besoin du bac pour réussir. Il y en a qui ont le bac et ils font rien. Donc, et du coup, ça a été dur, j'imagine, de quitter, parce que vous avez quitté vos familles. Moi, j'ai quitté mes parents quand j'avais 15 ans. Je suis monté. Ça a été dur, non? Ça a été dur. Les premiers mois étaient très durs parce que je suis passé d'une ville à taille humaine avec 45 000 habitants où il faisait beau tout le temps, au nord de la France où il pleuvait tout le temps et sans ta famille. Donc je me suis retrouvé un peu là-haut. C'était très très dur. C'était très très dur et en plus j'étais à l'internat. Les premiers mois j'étais à l'internat et moi je suis pas trop sur l'autorité donc j'aime bien être libre. Et là je suis passé de où j'avais tout à où j'avais rien. Donc ouais, ça a été très dur. Et t'as eu envie d'arrêter? Non, jamais. Non, jamais. Il n'y a aucun moment où tu t'es dit c'est trop dur, j'ai envie d'arrêter? Non. Et toi? Non plus. Moi j'ai eu la chance de toujours être avec mes parents jusqu'à mes 23 ans où je suis arrivé ici. Donc il y a des fois on partait en stage, on était tout seul, mais la plupart du temps j'étais chez mes parents. Donc j'avais quand même ce soutien psychologique qui était plutôt bon. Et en plus de ça, je pratiquais mon sport. Donc on était payé à faire ce qu'on aime. Donc voilà, il y a du positif à prendre et ça m'a jamais donné envie d'arrêter, quoi. On a de la chance d'avoir une passion et du coup moi je me donne à 200% pour cette passion-là. Et ça demande une grosse rigueur. J'imagine vous avez combien d'heures d'entraînement par jour? On va faire par semaine après. Par jour. Ça dépend. On a un planning. On a un planning, ouais, ça dépend en vrai quel type de joueur tu es. Moi je suis un joueur qui est assez carré et j'aime bien me rajouter du rab avant ma muscu et après ma muscu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me rajoute du travail personnel. D'accord. C'est-à-dire qu'en en muscu, le travail il est collectif. J'ai besoin de me renforcer sur une certaine zone, du coup je vais venir plus tôt à la salle pour me renforcer. Et c'est du temps qui n'est pas compté dans le planning, mais moi que je m'ajoute pour avoir une certaine rigueur. Donc en gros, on a 1 heure et demie de muscu le matin, suivi de 1 heure, 1 heure et quart d'entraînement. Et après ça, souvent on a la journée de libre. Ça c'est une journée type, on va dire, entraînement. Donc le matin, il y a des gars qui arrivent un peu plus tôt pour faire leur mobilité, pour faire des choses que eux aiment et ont besoin de faire. Et après l'entraînement, pareil, ils peuvent faire du plus comme Yohan fait aussi. Enfin, comme la plupart, beaucoup qui en font. Tout le monde en font. Et après, on a notre journée type match où soit on joue sur la route et dans ce cas-là, on part la veille en bus, on dort dans le bus. On fait entraînement le matin et le soir on a match. Donc les matchs c'est 2 à 3 fois par semaine, le mardi, vendredi et dimanche. Donc c'est quand même des rythmes assez intenses. C'est des rythmes assez intenses. Et en plus de ça, à la fin on a les playoffs où on doit jouer. Là malheureusement on s'est fait éliminer en 5 matchs, mais tu fais 5 matchs en 10 jours. C'est énorme physiquement, il faut avoir une très belle capacité physique. Et puis on revient sur ce que tu nous demandais, c'est qu'on fait des sacrifices, mais pour nous c'est des bons sacrifices parce que c'est notre passion. Donc, et puis on ne peut pas se plaindre de ce qu'on fait quand on voit d'autres personnes qui font des métiers beaucoup plus compliqués. Ouais, beaucoup plus compliqués. Moi et ma copine, elle fait un métier qu'elle apprécie. Mais c'est pas sa passion, et quand elle me voit, moi j'arrive à vivre de ma passion, elle est un peu jalouse de moi. Du coup, des fois c'est compliqué pour les gens de comprendre, de dire vous faites un métier, oui c'est un métier, mais c'est vrai qu'on a de la chance que ce soit un métier qu'on apprécie et qu'on aime faire tous les matins, quoi. Nos proches ont du mal à comprendre quand on dit on est fatigué, ils nous disent comment ça t'es fatigué? C'est ça, comment vous conciliez, parce que toi t'as une copine? Non. Comment vous conciliez votre vie perso et vie pro? Parce qu'il faut vous suivre là. Là il faut nous suivre, c'est très très dur. On n'est pas à plaindre, vu que toutes les après-midi on est à la maison.
Ah, bon, ça va. Donc ça, c'est quand même tranquille. Ça, c'est quand même tranquille. Il faut savoir que notre cœur aussi monte le matin, il monte à 190 BPM tous les matins et c'est... On est fatigué. C'est de la fatigue qui est engendrée au fur et à mesure des mois. En vrai, on fait un métier qui est facile, qui est facile pour nous, mais hyper compliqué pour nos chéris, parce que moi, quand je me blesse, elle comprend pas. Elle comprend pas que mon humeur change parce que je suis blessé. Ouais. C'est ça qui est dur. Et après, pour elles, c'est toujours des sacrifices parce que pendant 15 ans, en fait, elles vont nous suivre, elles vont du coup gérer leur travail différemment parce qu'elles doivent changer. Nous, on a des CDD de 9 à 10 mois, et donc ça veut dire que tous les 10 mois, on ne sait jamais réellement où on va être l'année d'après. Donc même elles, mentalement, ça peut être épuisant. Puis surtout quand il y a ceux qui ont des enfants, et c'est encore des cas à part, mais... à gérer, c'est quand même assez compliqué. Donc nous, on doit performer en fait pour pouvoir rester dans un club qu'on aime aussi. Donc, et assurer à la famille derrière quelque chose d'assez stable. Donc voilà, donc c'est un équilibre à trouver. C'est un équilibre à trouver. Et il faut trouver quelqu'un qui accepte. Qui est prête à faire des sacrifices, parce qu'avoir une rigueur, manger des fruits et des légumes tous les jours, se coucher à une certaine heure, se réveiller à une certaine heure, déjeuner ce qu'on doit déjeuner, et ça, pas tout le monde l'accepte. Est-ce que vous vous rappelez de votre tout premier match de hockey sur glace ou professionnel? De hockey sur glace et professionnel, on va dire. Moi, de hockey sur glace, je pense que ça fait un peu loin, mais... Je me rappelle d'un peu après, donc vers mes 4 ans et demi, 5 ans, là je commence à me rappeler, j'ai des souvenirs. C'est vrai qu'à chaque fois que j'ai porté l'équipement de hockey, j'avais du plaisir, donc c'était un peu une fierté de pouvoir tenir sur des patins et à la fois de pousser le palais avec des amis, parce qu'en fait c'est ça un peu aussi le hockey, c'est de se faire des amis, des connaissances avec qui on s'entend bien, et voilà, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. Moi, mon premier match, comme l'a dit Paul, premier match de hockey, je m'en souviens pas, mais mon premier match professionnel. Premier match pro, alors. Je peux que m'en souvenir. Vas-y, raconte. On m'appelle, le match il est le mardi, on m'appelle le lundi dans l'après-midi en me disant Johan, demain tu joues. Moi, 18 ans, tout excité, ok, pas de problème, je joue. J'arrive dans le vestiaire et il faut savoir un truc, c'est que le vestiaire, nous on aide notre intendant à prendre le matériel, à le mettre dans le bus, et on prend notre matériel. Je prends la machine à café, moi tout excité, tout jeune, je suis trop content. La machine à café, trop bien. Et on joue à l'extérieur. Il faut savoir un truc, c'est quand on joue à l'extérieur, on a les maillots blancs. Je prends la machine à café, je la mets dans mon sac. J'arrive à Mulhouse, c'était à Mulhouse, une tache de café, comme ça sur mon maillot blanc. Je dis, là c'est compliqué là quand même de jouer avec une tache de café. Finalement, les joueurs ont dû le voir, mais ils ont dit c'est pas grave, et les jeunes ils doivent apprendre. Et j'ai joué mon premier match de hockey professionnel avec une tache de café sur mon maillot. T'as gagné à ce moment-là? Ce match-là, on a dû le gagner avec Amiens contre Mulhouse, on a dû le gagner, ouais. Après, on a dû le perdre, mais je n'ai plus trop souvenir ce qu'on a gagné. Moi, c'était ma tache de café sur mon maillot. C'est ça qui t'a marqué? C'est ça qui m'a marqué, c'est ma tache de café sur mon maillot. Et toi? Moi, mon premier match pro, c'était un match amical, mais mon premier match professionnel officiel, c'était le jour de mon anniversaire. Donc, j'ai été convoqué le matin par le coach des pros et j'ai joué le soir de mon anniversaire. Enfin, jouer, c'est un grand mot. C'est un grand mot, ouais. Souvent, quand on est jeune, on passe la plupart du temps sur le banc, donc j'ai dû faire un changement à la fin du match. C'est déjà ça. Parce que du coup, ils vous appellent vachement en dernière minute. Oui, quand on est jeune, oui. Quand on est jeune, oui. Quand on est jeune, oui. Maintenant, vu qu'on est quand même, on est vraiment en contrat professionnel. Avant ça, à 17 ans, on n'est pas du tout avec des contrats. À partir de 18 ans, on a notre premier contrat. Oui. Mais encore, c'est des petits contrats. Maintenant, on nous appelle pour nous dire tu joues pas. D'accord. Ouais, c'est ça. Ça doit faire chier quand même. Non. Ça arrive pas souvent. Non, ça arrive pas souvent. Si on joue pas, c'est parce que soit il y a un pépin physique ou soit l'entraîneur estime que il n'a pas besoin de te faire jouer sur ce match-là. Ok. Ça arrive rarement. Est-ce qu'il y a un match qui vous a particulièrement marqué? Bon, à part le match de la tâche. La tâche sur le maillot? Ouais, non, vraiment un match qui vous a vraiment marqué. Ouais. Il y en a un plus que. Ouais, il y en a. Ouais. Moi, j'en ai un aussi. Moi, c'est le premier match de la saison à Anglette. Je devais avoir 22 ans. Ouais, 21 ou 22 ans. Et on gagne 11-1. Donc, ce qui est très rare dans le hockey quand même. Et en fait, tout ce que je touchais, ça marchait. Donc, j'ai marqué 3 buts et j'ai fait 2 passes dans le match. Ce qui est énorme. Ce qui m'est jamais arrivé depuis. Donc, c'était quelque chose d'assez rare. Et voilà. Après, j'ai mon premier match aussi avec le maillot de l'équipe de France il y a 2 ans. Et ça, c'est un souvenir, je pense, qui restera gravé parce que le maillot de l'équipe de France, c'est une fierté et ça fait
c'est plaisir de il y en a l'avoir. beaucoup. Hein. Moi, personnellement, il y en a beaucoup des matchs qui m'ont marqué. Si on peut en sélectionner 2, du coup, comme le collège. Sélectionner 2 on va dire. On s'équilibre. On va dire ma première finale en tant que joueur professionnel à Paris-Bercy, à l'Accor Hotel Arena. C'était incroyable. On était avec Amiens, on jouait le derby Amiens-Rouen devant 14 000 ou 15 000 personnes. On gagne sur le dernier pénalty, donc c'était quelque chose d'assez incroyable. Et j'étais tout jeune, donc j'étais avec mes potes. Donc c'était vraiment un rêve d'enfant de gagner un trophée. Et là encore plus, j'étais avec mes potes, donc c'était vraiment incroyable. Et je dirais mon deuxième match, c'était la saison dernière. J'ai eu la chance de participer au championnat du monde de hockey sur glace à Stockholm. Et j'ai joué contre mon idole d'enfance qui est Sidney Crosby. Et il y a même une photo sur mes réseaux, Sidney Crosby, il est sur mes pieds. Mais bon, ça arrivera qu'une seule fois dans ma vie et c'était ce match-là. Donc j'ai eu la chance de jouer contre lui, ouais. Incroyable. Quand j'étais petit, on jouait avec lui sur la PlayStation et là, je joue contre. Donc c'est vraiment incroyable. Je suis allé voir mon meilleur ami jouer au championnat du monde et ça c'est. Parce que du coup, comment vous êtes sélectionné pour les matchs? Enfin, ça se passe comment? Parce que là, tu parles championnat du monde, championnat de France. Enfin, en fait, il y a l'équipe de France. Ouais. Donc vous êtes dans l'équipe de France. On fait partie du groupe de l'équipe de France. En gros, c'est un groupe assez élargi. C'est à peu près, on va dire, il y a 45-50 joueurs. Ouais, 40 joueurs, ouais. Et tu as les vrais titulaires, donc il y en a 25. Et après, il y a les jeunes qui essaient de pousser pour y arriver. Et nous, on est un peu plus. Enfin, Yo est encore plus proche que moi, mais bon, on est un peu dans cette tranche d'âge. On n'est pas encore. Moi, personnellement, je ne suis pas encore un titulaire indiscutable en équipe de France. Et j'espère le devenir très prochainement parce qu'avec Paul, on part lundi en équipe de France pour préparer le championnat du monde qui va arriver dans 2 semaines. Et après, il y a le championnat de France, donc le championnat où on joue. C'est un championnat de 44 matchs. Plus après ça, il y a la phase finale où il y a les playoffs. Où le premier joue contre le 8e, deuxième contre 7e, troisième contre 6e et quatrième contre 5e. Et après ça, ça fait donc quart, demi et finale. Ouais, c'est ça. Après ça, on a la Coupe de France. Coupe de France. Ça, c'est encore un truc différent. C'est un peu comme au foot. On va dire que tu peux jouer contre tous les championnats d'en dessous. Donc la division 1, la division 2 et la division 3 aussi. C'est ça. D1, D2, D3, Magnus. Donc voilà, c'est un championnat sympa parce que ça se joue sur un match et pour passer un tour, c'est une coupe et c'est vraiment génial. Ouais, c'est vraiment génial. Et la finale, surtout la finale qui a à Bercy, ça c'est incroyable. Et on a eu l'opportunité de la faire tous les deux aussi, il y a 3 ans, mais malheureusement on l'a perdu. Moi j'étais blessé à ce moment-là. Donc c'est un très bon souvenir, mais pas en tant que match de hockey parce que j'ai pas pu. C'était un bon souvenir, mais un mauvais souvenir à la fois. Ouais. À cause de la blessure. Et troisième match du coup qui m'a bien marqué, c'est quand même finale, en gros pendant période Covid, j'ai fait une finale avec Marseille dans la division d'en dessous et c'était c'est ma première médaille d'or que j'ai eue, donc c'est vrai que celle-là elle est quand même un peu marquante. Est-ce que vous avez, j'imagine que vous avez rencontré des difficultés. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous tout au long de ce parcours qui, au final, est encore, vous allez encore bien évoluer, mais jusqu'à aujourd'hui? Moi, je dirais la blessure. Tu t'es blessé où? Ouais, je me suis blessé cette saison. Je me suis fissuré la malléole et j'ai eu une commotion cérébrale. Oh putain. En match, ça t'est arrivé? En match, ça m'est arrivé en match, ouais. La commotion cérébrale, ça a été très dur parce que j'ai dû annoncer au sélectionneur de l'équipe de France que je ne pouvais pas participer au regroupement. Ça m'a mis un coup et après j'étais remplaçant pour participer aux Jeux Olympiques et j'ai dû, après on ne sait jamais donc on ne sait jamais si j'allais être appelé ou pas, mais j'ai dû aussi annoncer au sélectionneur si je suis blessé ne m'appelle pas parce que s'il y a des blessés ne m'appelle pas parce que je suis blessé moi, donc ça a été très très dur. Ça a été dur et comment tu as fait pour tenir mentalement? Allez, je vais faire une petite phrase de lover, je vais dire c'est grâce à ma copine. Et c'est important, attends, c'est le cas. C'est que là, je viens à plus loin, je sais pas si vous avez vu, mais on rentre. Non, mais c'est le cas, j'ai de la chance d'avoir une copine qui me soutient énormément et qui a toujours les bons mots au bon moment et au mauvais moment, elle a toujours les bons mots pour me soutenir et c'est aussi grâce à elle et que maintenant, ça va beaucoup mieux. Et aussi grâce à ma famille. Il faut compter sur la famille, il faut compter aussi sur sa chérie, en fait, il faut compter sur tout le monde. Ouais. On est obligé, si tu te refermes sur toi-même, tu peux pas évoluer dans nos sports. Donc tu es obligé d'extérioriser un peu ce que tu penses, malgré le fait que ce soit pas facile. Parce que la blessure pour vous, c'est très important. C'est courant la blessure. On passe une saison, on a toujours un bobo quelque part quand on fait une saison. Et ça va mieux là? Voilà, ça va mieux là, pour le moment. Ça va mieux. Et toi? Moi, j'ai pas vraiment de. Si, j'ai une année qui a été assez compliquée mentalement, c'est ma dernière année à Gap.
Donc Yohan était là aussi. J'ai eu des problèmes un peu extra-familiaux, extra-hockey, pardon. Et du coup, ça a un peu joué sur mon humeur toute la saison. Et en plus de ça, avec l'équipe, ça allait pas forcément. Donc ça a été une année vraiment, vraiment compliquée. Et c'est très dur. Après, à se relever, moi j'ai eu de la chance, c'est que j'habitais avec mon père à ce moment-là. Ma mère, je suis très proche d'elle, donc elle essaie de revenir assez souvent. Et après, voilà, c'est toujours, comme il dit, la famille qui te tient un peu. Et le sentimental, faut essayer de reprendre le dessus. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes sur la glace ? De la fierté. Ouais, de la fierté. L'émotion aussi, parce que chaque fois qu'on met les patins, en fait, on se dit qu'on a une chance incroyable de faire ce qu'on fait, de jouer devant 5600 personnes. Ouais, c'est incroyable. À chaque fois qu'on a l'opportunité, t'arrives et tu dis faut tout que je donne. Et du coup, l'émotion est super beaucoup élevée, de fierté. Ouais, beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté. Et après, la nervosité, comme n'importe quel sportif. Il y a un peu de stress quand même. Ouais, il y a du stress. Mais c'est du bon stress, c'est pas du mauvais stress. Ouais, c'est du bon stress. Et maintenant on y va et il faut gagner le match. C'est pas un mauvais stress en disant c'est dur. Non, c'est que du bon stress. Et qu'est-ce qui est le plus dur dans un match ? Est-ce qu'il y a un moment un peu vraiment où tu sens que tu souffres, quoi ? À part la bagarre. Nous on est différents. On souffre pas, on est plus content que ce qu'on souffre. Parce que justement en extérieur. Par contre, la bagarre, faut la gagner, bien évidemment. Ouais, Si tu la perds et que tu ressors, t'as un œil qui est énorme. Là, la copine et la famille va pas être contente d'avoir perdu la bagarre. Non, on fait pas du tout le même. On fait pas du tout le même. On fait pas le même sport. On fait pas le même sport. Moi, je suis défenseur, lui, il est attaquant. C'est pas pareil. C'est pas pareil. En fait, c'est quand même un sport individuel dans un sport d'équipe. Incroyable, tu vois, là, c'était bien qu'on y arrive. Dans le sens où chaque joueur a sa position. Ouais. Il a son rôle. On appelle ça ailier gauche, centre, ailier droit, défenseur gauche et le gardien de but. Donc le gardien de but, c'est encore un sport différent. Oui, c'est un sport différent, lui. C'est notre planète. Là, dans le vestiaire, on est tous ensemble. On est là pour se supporter, pour pousser le coéquipier à côté de toi au plus haut, quoi. Mais faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Mais à côté de ça, faut que toi aussi personnellement tu arrives à prendre du plaisir. Faut que mentalement tu sois aussi prêt à jouer un match de hockey. Donc je pense que tout le monde est assez conscient de ce qu'il a à faire sur la glace, et s'il arrive à le faire, on va revenir un peu à la question. Moi, personnellement, ce qui est le plus dur, c'est qu'on a une infériorité numérique, c'est-à-dire qu'on a commis une faute, du coup notre joueur est en pénalité. Et là, quand tu as une infériorité numérique, tu es à 4, et le but d'être à 4, c'est de te sacrifier pour que ton coéquipier, pour pas qu'on prenne de but. Donc là, tu envoies toutes les parties du corps pour arrêter le palais possible. Souvent, on ressort avec des bleus comme ça. Souvent, on ressort avec des bleus. Le plus dur, là, il y a Fabien Bourgeois et moi, on joue ensemble. Et on est un peu des experts du piqué à Marseille, avec Enzo Cantagallo aussi. Et là, le coach il t'envoie et tu sais que tu dois faire des sacrifices. Donc tu bloques le plus de palais possible, et des fois tu ressors avec des gros bleus. Et ça fait très mal. Fabien, justement, a une fois bloqué un palais avec sa bouche. Il a perdu plusieurs dents. Ah, tu m'étonnes. Donc ça arrive quand même. Ça peut arriver, c'est rare, mais. Ça peut arriver. Cette année, j'ai bloqué un palais. Moi, je me suis fait engueuler après. J'ai bloqué un palais avec mon nez, là. Je me suis fissuré le nez avec des points de suture pour pas qu'on prenne un but. Ouais, c'est le sacrifice pour l'équipe. C'est incroyable. Oui, c'est ça, cette cohésion d'équipe. Cette cohésion, c'est incroyable. Mais personnellement, ça fait trop mal. Mais comment justement vous maintenez cette équipe, cette cohésion d'équipe quand il y a des problèmes? Parce que j'imagine qu'il doit y avoir des tensions, comme dans toute équipe. Ouais. Comment vous palliez tout ça? Qui c'est qui gère? Vous avez On a un capitaine, Fabien Colotti, qui est juste là. Okay. Moi, je suis assistant. Paul, il fait partie des leaders, mais il n'est pas assistant, mais il fait partie des leaders. Donc, on se réunit, on discute entre nous. On est tous des hommes. Si ça ne va pas, tu attrapes le joueur en face et tu t'expliques avec le joueur, tout simplement. Après, on a des supers qui sont là pour construire une équipe qui est assez bonne, qui a une bonne mentalité. En fait, c'est quand même, on a de la chance, d'avoir 10 Français, 10 étrangers. Donc, dans tous les cas, tu sais que ça va faire un peu de groupe. Parce que il y a la langue aussi, c'est plus facile de parler avec un Français qu'avec un Anglais, ou bref, là on a des Suédois, des Finlandais, c'est plus facile de s'exprimer en fait avec nos coéquipiers français. Donc je pense que si tu as une bonne ambiance entre les Français et une bonne ambiance entre les étrangers, le lien se fait tout seul, parce que avoir des bonnes personnes dans un vestiaire, ça fait tout. C'est ça, après, tu peux avoir des affinités avec n'importe quel. Moi j'ai des affinités avec tous les joueurs, mais j'apprécie plus Paul. Ça on a compris que vous étiez... ça fait 16 ans. Après, par contre, revenir à la bagarre, ça se peut qu'à certains entraînements, on se tape. C'est arrivé. Ça arrive. Ouais. N'importe qui. Si, ça arrive qu'on arrive. Vous battez?
Bah on se chamaille, quoi. On se chamaille parce qu'on veut toujours gagner. Il y a quelqu'un qui dit oui là-bas. Vous êtes déjà sortis tous les deux? On est déjà sortis sans. On se parle pas pendant. un ou 2 jours. Ouais, non, c'est l'exagère. Non, 2 jours, c'est rare. Non, 24 heures d'habitude. 24 heures, ouais. 24 heures. Non, ouais, ça En se fait, peut. dès qu'on se revoit le lendemain matin. Non, mais ça va mieux. Nous, on a la chance de faire un sport où c'est compliqué de détester l'autre joueur. Donc, si tu l'aimes pas, bah, à l'instant T, si tu fais un mauvais coup, bah, tu te tapes avec lui et le lendemain, ça ira beaucoup mieux. Mais il faut savoir aussi que. Il faut savoir se battre quand même. Vous prenez des coups. Oui, mais de toute façon, c'est un sport assez impulsif. Donc, sur le moment, même si tu sais pas te battre, tu vas réussir à te défendre au moins. Ouais. Et puis, de toute façon, c'est un sport où même avec nos adversaires, il y a toujours du respect, c'est un respect mutuel. Donc, on a beau se battre sur la glace avec eux, à la fin du match, on se serre la main. C'est un peu comme le rugby. Justement, c'est quoi les valeurs du hockey? C'est énormément de respect. Après, on a beaucoup marqué sur nos murs à chaque fois. Il y a la résilience. Oui, on y vient. Ne me spoile pas. Pardon. Non, il y a beaucoup de respect. Sur la glace, on se tape. Des fois, c'est très méchant. Mais après, moi, personnellement, une fois que le match est terminé. Voilà, c'est vraiment le respect. Il n'y a plus de rancœur. Il n'y a plus de rancœur. Si il y a cet esprit de respect dans la tête de tout le monde, c'est pour ça qu'on a un sport quand même fabuleux, parce que tout le monde y accroche et a du mal à s'en détacher. Et voilà, c'est juste un problème de médiatisation, je pense. Mais non, mais c'est important. Moi, je suis vraiment très heureuse de pouvoir vous interviewer. On a nos pires ennemis, notre meilleur ennemi qui est Bordeaux. Meilleur ennemi. Meilleur ennemi qui est Bordeaux. Ou sur la glace, c'est vraiment quand on joue Marseille-Bordeaux, ça se cogne très fort. Il y a beaucoup de chambrage, on se frappe très fort. Mais une fois que le match est terminé, on se partage une bière entre nous, on rigole et la vie elle continue, quoi. Puis là, par exemple, on se fait battre en quart de finale par Bordeaux. Ils sont en finale et ils sont en train de gagner 3-1. On est quand même très heureux pour eux parce que non, mais c'est incroyable ce qu'ils sont en train de réaliser. On a une bataille avec eux, mais au final, on est content de ce qu'ils réalisent, quoi. On est content. Est-ce que vous avez déjà douté? Ça vous arrive de douter? Bon, d'abandonner, jamais, mais douter. Douter, oui. Oui. Je pense que ça fait partie aussi de. Ça fait partie, tu doutes de tes capacités. Comme tu rates un match, le surlendemain, il faut rejouer, là tu doutes un peu de ton niveau et tu te commences à poser un peu des questions dans ta tête. Et comment tu te remets dans le droit chemin? Là, il y a un travail. C'est un travail mental. Donc, un travail mental. Lui, c'est l'expert. Il doute beaucoup. Moi, je doute énormément. Et vous avez des coachs? Oui, justement. Justement, moi, j'en ai. on en a eu. Je vais encore faire le lover. Je vais encore dire que c'est ma copine. Mais non, mais c'est important. Elle aurait pu être là quand même. Non, moi, j'en ai un. Et après, il y a ma copine aussi, qui est mon coach mental. Je vais encore faire passer pour un lover. Mais non, mais c'est important, arrête. C'est très important. Il y a de coulo le canard. Mais non, pas du tout. C'est important de reconnaître les gens qui nous soutiennent. C'est très important. J'ai ma famille aussi. Voilà, ça c'est vraiment important. Comme d'habitude, j'ai ma soeur, j'ai mon frère. Et quand tu doutes, du coup, t'en parles directement à ta copine et ça va. Enfin, ou en gros. Elle me fait relativiser en fait. Et du coup, ça me permet d'évoluer et d'aller beaucoup. D'y voir plus clair. D'y voir plus clair, ouais. Et toi? Moi, j'ai un prépa mental, avec qui tu travailles quand tu as besoin. Et. Pourquoi tu rigoles? Il a aussi ses potes. Hein. Et non, j'allais y venir, c'est que en fait, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est beaucoup dans l'équipe. Et quand il y en a un qui est un peu dans un moment faible, c'est rare qu'il y en ait un autre dans la même situation. Ou alors, tu peux te tourner un peu sur tous tes potes qui vont être là pour te soutenir. Alors quand ça va pas, on prend le chien de Emma et là ça va directement mieux. Emma va arriver d'ailleurs bientôt. On prend sa petite crevette. Et quand vous ratez un match, comment vous réagissez? Enfin, je veux dire, vous vous remettez bien en combien de temps? Enfin, tu vois. C'est-à-dire, quand vous avez raté un match, il faut combien de temps pour encaisser? Quand on perd déjà, c'est très dur. C'est très dur. Quand on gagne, on s'arrête souvent. Il y a un restaurant là-haut, on s'arrête souvent pour dire bonjour aux supporters, pour parler avec eux. C'est moins dérangeant que quand tu perds. En fait, on a un peu cette amertume qui fait qu'on est un peu plus fermé, ce qui est aussi normal, je pense. 24, mais du coup, vous reprenez le match. Est-ce que vous le revisionnez? Comment ça se passe? Tous les matchs, après, on revisionne. Ouais. On revisionne, moi personnellement, je revisionne mes shifts, on appelle ça des shifts quand on monte sur la glace, quand on ressort, le temps qu'on est sur la glace, on appelle ça un shift. Je revisionne mon shift, qu'est-ce que je peux faire de mieux pour m'améliorer ou qu'est-ce que j'ai fait de bien et que je peux reproduire au match d'après. Par contre, quand on rate un match, le lendemain on est entre guillemets au repos et le surlendemain on arrive dans le vestiaire et là ça fait pas rire.
Ouais. Là, le coach, il peut être très énervé. Il y a 2 ans, on perd un match contre Rouen à domicile. On se fait humilier. Ah ouais. C'était le 22 décembre ou le 23 décembre. Ah ouais. Le lendemain matin, le 24 décembre, sur la glace, Sur la glace, en train de patiner. on n'a pas touché les palais de l'entraînement. Un 24 Mais décembre. en vrai, En tu dis, en fait, tu es conscient de ce que tu as fait. Enfin, la plupart des gars sont conscients de ce qu'ils font. Donc, s'ils le font bien, ils sont contents parce qu'ils le savent. Mais quand ils le font pas bien, ils sont aussi capables de se remettre en question. C'est un peu la facilité qu'on a aussi, je pense, dans ces sports. Toujours se remettre en question. Ouais. Je suis d'accord. Alors, résilience écrit là-haut. Voilà. Cœur de RBK Media aussi. Commitment. C'est quoi pour vous la résilience? Définition de chacun. Un par un, s'il vous plaît. Moi, je pense que c'est dès que tu tombes, tu te relèves de suite. Ou alors, si ça prend du temps, bah, c'est pas grave, mais voilà, il faut se relever dans tous les cas. Donc, pour moi, c'est ça la résilience, c'est ne jamais baisser les bras et toujours, on va dire, faire volte-face. Merci, monsieur. À vous. La phrase d'un philosophe qui est mon père. Je ne perds jamais, j'apprends. Bravo. À tous les deux. Bravo. Merci. Citation. Si un jeune nous écoute aujourd'hui et doute, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Crois en tes rêves, Ouais. n'abandonne jamais. Ouais, c'est vrai. Faut croire en ses rêves. En fait, c'est ça. Je pense là, c'est dans le hockey, mais dans n'importe quelle chose que tu entreprends, si vraiment c'est ce que tu as envie de faire, bah, ne faut pas baisser les bras. Donne-toi à faut tout donner, 200%. quoi. Donne-toi à 200%. Nourris-toi de la critique. De toute façon, tu vas te faire critiquer dans tous les cas. Quoi que tu fasses, tu te fais critiquer. Encore plus dans le monde du sport, tu te fais tout le temps critiquer. Que ce soit par... Non, je ne vais pas dire. Non. Mais après, il y a des cas où nous, on a de la chance, c'est qu'on a eu des familles qui étaient hyper investies pour nous. Et on les remercie pour ça parce que voilà, je pense que c'est quand même important d'avoir ses parents derrière soi ou de la famille derrière soi. Et ceux qui n'ont pas cette chance-là, bah, c'est pas grave. Il y a d'autres solutions et faut pas qu'ils hésitent à parler, à discuter, même si c'est pas forcément des gens proches, mais pour apprendre et se nourrir des belles choses, pour aller à ton but final, il faut pas hésiter, quoi. Faut pas hésiter. Voilà, comme j'ai dit, nourris-toi de la critique. Ça peut que te faire progresser. C'est Et dur. une remise en question permanente. Remise en question permanente. Permanente. Et le travail, bien évidemment, il faut toujours travailler, travailler. La répétition. Et ça dure combien de temps une carrière d'un joueur? Alors, c'est assez vaste parce qu'on a de la chance d'avoir Teida Costa qui est bientôt un dinosaure du hockey sur glace. Il a quel 40 âge? ans. 40 ans. C'est dinosaure 40 ans? Au hockey sur glace, ouais. Non, mais au hockey sur glace, ouais, c'est Non, 40 mais ans. hockey sur glace, dans le sport professionnel, c'est quand même très rare que tu arrives à 40 ans. Non, il y a de plus en plus de sportifs qui terminent leur carrière vers 40 ans. J'ai plusieurs exemples. J'ai Teddy, j'ai Belmar. Oui. Il y a le frère de Teddy qui va bientôt avoir 40 ans, bientôt. Mais non, mais de toute façon, on va dire que ça dépend de tout le monde. Entre 18 et 35 ans, tu as ta carrière. Ouais, c'est ça. Et après ça, c'est vraiment un bonus. Les gars, ils jouent pour le kiff. Et s'ils ont encore les capacités physiques pour le faire, tant mieux, quoi. Donc du coup, il faut penser à se reconvertir. C'est ça. Et ça se prépare? Ça se prépare. Ouais. Comment? Ça se prépare par des études, par des études, parce que là, notre ami Morin Bouvet, il a un bac plus 5. Donc là, il est déjà en train de repréparer son après-carrière. On a notre gardien de but qui est en Polytech. Donc, et qui veut faire pilote d'avion. Incroyable. Et on a même Teida Costa qui est en train de passer ses diplômes pour être entraîneur de hockey sur glace. Et puis après, ça se prépare au fur et à mesure. En fait, ça sert à rien de faire ces études beaucoup trop tôt. Moi, j'ai un bac plus 2, mais je l'ai fait à 20 ans. Maintenant, j'en ai 25 et je me souviens plus trop de mon bac plus 2. Donc il faut... Oui, bien sûr, en temps voulu. En temps voulu, c'est ça. En temps voulu. C'est les opportunités aussi. Ouais, c'est ça. Il y en a qui vont arrêter à 30 ans parce qu'ils ont une bonne opportunité professionnelle. Et voilà, je pense que chacun est différent et réfléchit différemment. Qu'est-ce que ça vous apporte? Ouais, ça va repartir au moment. Qu'est-ce que ça vous apporte le hockey? Qu'est-ce que ça vous apporte ou ça vous a apporté? Je pense une rigueur. Hein. Ouais, de la rigueur. C'est la rigueur, l'esprit, la rigueur et l'esprit d'équipe surtout. Ouais. Je pense qu'on a la facilité, c'est qu'on arrive à s'adapter à beaucoup de situations que certaines personnes pas forcément, quoi. Donc, voilà, on a cette chance-là et la rigueur, voilà, tous les matins de se lever quand même,
de pas partir à n'importe quelle heure, d'être présent sur place quand il faut, de partir en déplacement. Savoir dire non pour sortir le soir. Exactement. C'est dur. À nos âges, ça va encore. Ouais, c'est des sacrifices. De toute façon, on n'a rien sans sacrifice. Exactement. On ne peut pas réussir sans sacrifice. Un truc qui vous a marqué, on termine avec ça, dans votre carrière là aujourd'hui. Un truc vraiment, parce qu'on a parlé du match, on a parlé de... Mais un truc vraiment aussi, qui vous avait fait un genre de déclic, un truc qui vous a marqué. Moi, je vais dire l'engouement autour du hockey à Marseille. Franchement, ça m'a marqué. Moi qui viens de Gap, pour moi, Gap, c'est terre de hockey. Tu arrives à Marseille, le premier match, nous, on était à Gap. Le premier match de Marseille en Ligue Magnus, c'est contre Gap. On est arrivé dans une patinoire, il y avait 5000 personnes. Tu te dis, mais on est où là? On est au Vélodrome ou on est à la patinoire? Franchement, moi, ça m'a marqué ça. Ah ouais, non, c'était incroyable. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Quand tu joues contre une équipe où la patinoire est pleine, ça te galvanise. Donc, non, c'est sûr que c'était bien. Et après, toi, je pense que tu as Bercy aussi qui t'a marqué. Ouais, mais j'ai expliqué déjà tout à l'heure. Bercy qui m'a marqué. Non, mais un truc vraiment, tu vois. Moi, je pense que c'est la rencontre avec mon entraîneur. J'avais 15-16 ans. J'étais pas forcément le meilleur de l'équipe ou quoi. Et puis, c'était assez compliqué à cette période-là, le hockey. Mais il est arrivé à Gap, il est arrivé de Suisse. Et puis, il a instauré une rigueur à toute notre génération. Et c'est vrai qu'on a quoi? On a 8 joueurs, je pense, de notre génération, ou 9, qui ont réussi à jouer au niveau, on va dire au haut niveau, donc que ce soit la Ligue Magnus ou un peu en dessous, mais on a toute notre génération qui est là, quoi. Ouais, donc ça, je pense que ça a été quelque chose d'assez marquant pour moi. C'est moi, j'ai trouvé. Vas-y. Ça y est. Parce que j'ai un grand frère qui fait du hockey aussi avec moi, et on n'a jamais joué ensemble. Et notre premier match ensemble, c'était à Gap, sous le même maillot, devant nos parents. Ça, c'est incroyable. Devant ma mère, devant ma soeur, devant mon père, devant sa chérie, devant ma chérie. Et tous les deux. Ouais, et il était attaquant aussi? Il est attaquant, il est attaquant. Ouais. Ça, c'était beau. Ça, c'est beau, ça. D'être émouvant. C'est émouvant. Alors, vous avez un fonds de dotation qui s'appelle Tous Spartiates. Est-ce que vous pouvez m'en parler, s'il vous plaît? C'est quelque chose qui a été créé depuis 2 ans, mais je pense que la plus à même d'en parler, c'est Emma Troletti. Alors, on accueille Emma, s'il vous plaît. Alors maintenant, Emma, donc Emma Troletti, oui, tu es donc en charge du fonds de dotation qui s'appelle Tous Spartiates. C'est ça. Donc tu as tout créé. Oui, depuis le début. Depuis le début, depuis quand ça existe? Alors le fonds de dotation, il existe depuis 2 saisons maintenant. Moi, à titre personnel, je suis arrivée il y a 3 saisons en tant que responsable hospitalité dans un premier temps, donc à la charge de toutes les prestations VIP et aussi les événements qui les accompagnent tout au long de l'année. Et il y a 2 ans, on a discuté avec la direction du club. On avait déjà beaucoup d'actions, on était un club déjà très engagé, mais c'était pas vraiment structuré. Et on avait envie de développer ce créneau-là, on avait envie d'essayer de structurer les actions qui en étaient en accord avec les valeurs qu'on a envie de transmettre au public qu'on accueille à la patinoire. Et donc on a fait le choix de lancer le fonds de dotation au tout début de notre saison 24-25. Et donc quelles sont les actions que vous avez menées, que vous souhaitez mener? Lors de la première année, on a établi 3 piliers majeurs qui sont pour nous du coup le principal de notre activité. On a l'impact environnemental, le soutien au public fragilisé et l'inclusion par le sport. Et on a gardé cette trame depuis la création du fonds de dotation. Et donc, la première année, on a fait une première année de test. On est allé à la rencontre de différentes associations, on est allé à la rencontre de différents secteurs d'activité aussi pour voir ce qui marchait, voir quel public aussi on avait envie de toucher. Je dirais que, en fait, quand on a créé le fonds de dotation, on avait envie aussi d'avoir un impact avec le public qu'on accueillait au sein de notre patinoire. Puisque, comme les garçons l'ont dit avant, on a un club à Marseille qui a évolué très fort et très vite. Ça fait 3 ans maintenant qu'on est en élite. Et depuis 3 ans, le club n'a cessé d'évoluer. Aujourd'hui, on a la plus grosse affluence de France. On accueille 5500 personnes par match quand on est plein. Donc, c'est vrai que c'est assez important. On a les équipes marketing qui ont évolué. Et du coup, on avait vraiment envie d'aller dans le sens du club et donc d'évoluer sur le côté RSE, engagement, etc. Et donc, depuis, on a structuré nos actions et on fait des programmes un peu plus pérennes, comme l'école des Spartiates, je vais t'expliquer un petit peu après. Et on a des actions one-shot durant nos soirs de match. Par exemple, on a Octobre Rose, Movember, qui sont des causes très importantes et qu'on défend beaucoup dans tous les hockey en France d'ailleurs. On a le match de Noël, qui est un peu une institution dans le hockey, puisqu'on a le fameux lancer de peluche sur la glace.
Tout le public de la patinoire, dans toutes les patinoires de France et même du monde, viennent avec des peluches pour le match de Noël et les jettent sur la glace dès le premier but de l'équipe. Et c'est des thèmes qui sont très importants et on essaie d'avoir des collaborations sincères. On bosse beaucoup avec Lynn McCallank, on bosse beaucoup avec Sport dans la ville, on bosse beaucoup avec Fosseo aussi, qui est le fonds de dotation de la PHM. Et au-delà de ces actions one-shot, donc comme je disais, on a créé des programmes un peu plus pérennes, qui sont peut-être nos programmes phares et grâce auxquels on rayonne fort. On a lancé un programme d'accompagnement scolaire depuis 2 ans, avec des enfants des quartiers prioritaires. Tous nos joueurs français sont parrains de ces enfants et les accompagnent tout au long de l'année par des cours d'anglais, des aides de devoirs, des initiations sur glace, des cours de sport, etc. Et cette année, on a voulu accentuer ce programme-là avec un peu plus de budget. On a poussé l'apprentissage et les échanges entre les enfants et les parrains et on a fait le choix de les emmener en classe de neige, sachant que pour ces enfants qui n'ont jamais eu accès à des voyages de ce type-là, pour la plupart qui n'ont jamais vu la neige. Et donc, on a emmené ces enfants en voyage à Briançon. On a profité du déplacement de nos joueurs qui allaient affronter Briançon. Et donc, ils ont appris à skier, ils ont fait du patin à la neige, ils sont allés voir les gars jouer à Briançon. Donc, c'était un moment fort. Et on essaie vraiment d'avoir des programmes chaque année, d'évoluer. Le dernier en date, je dirais, celui qui a peut-être le plus fait parler depuis la création du fonds de dotation, c'est le lancement de notre cahier de vacances. On a développé un cahier de vacances complètement autour de l'univers des Spartiates, qui s'appelle Le Monde de Sparte, qui a des rapports à la mythologie grecque. Et donc, on a développé 3000 exemplaires de ces cahiers-là pour les distribuer dans les quartiers prioritaires, aux enfants dans les écoles, et aussi aux enfants hospitalisés en collaboration avec Fosseo, donc dans les hôpitaux de la PHM. Donc, on a pas mal de projets depuis 2 ans, et c'est cool. Donc, moi, je me balade un petit peu entre 2 secteurs. Je suis en même temps, les soirs de match, très active sur l'événementiel en général du club. Et d'une autre part, j'essaie de m'investir au maximum dans le fonds de dotation et toute l'activité, quoi. Et d'ailleurs, j'ai pas posé la question, pourquoi Spartiate ? Oh waouh. Alors je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est par rapport aux guerriers à l'époque. Justement, ce sont les guerriers de l'époque qui étaient appelés donc les Spartiates, et ça a été repris par rapport à l'histoire de la ville de Marseille. Donc c'était en accord avec vraiment l'histoire marseillaise, quoi. Mais écoute, merci beaucoup. Et là, du coup, vous avez d'autres actions qui vont être prévues. Tu peux peut-être pas nous le dire ou... Non, alors effectivement, là on clôture la saison sportive. Donc on est sur notre dernier mois d'activité, on a les joueurs encore quelques temps. Donc là cette semaine on a rendu visite au service de pédiatrie à la Timone. On a remis les cahiers de vacances. Il y a 3 jours on était dans les calanques à nettoyer avec tous nos supporters. On a fait une grosse action dépollution. Je dirais que l'activité de cette année touche à sa fin et du coup moi je pars dans une structuration pendant 2-3 mois pour justement préparer le terrain de l'année prochaine concrètement, préparer les programmes que j'ai envie de mettre en place. Il va y avoir des discussions, que ce soit avec les joueurs, que ce soit avec la direction, sur tout ce qui va être mené, mais on a vraiment envie de développer cet axe-là. C'est hyper important parce que le club évolue et on est hyper fiers de ça, donc il faut que le fonds de dotation continue à évoluer pareillement, quoi. Et du coup, on peut faire des dons. Comment ça se passe ? Ouais. Comment ça fonctionne ? Alors déjà, nous on a un système qui est bien fait puisque tout les achats de nos maillots, donc du fonds de dotation. À chaque fois qu'il y a un maillot qui est acheté, il y a des sous il y a une partie qui est reversée exactement au fonds de dotation. On a une cagnotte en ligne, il y a un lien directement sur le site des Spartiates qu'on peut retrouver. Voilà, pour l'instant c'est comme ça. Après c'est des dons mécénats, que ce soit des entreprises ou que ce soit des particuliers. Donc on est très friands de recevoir ça parce que ça nous permet vraiment d'entreprendre des vrais programmes à impact. Donc voilà. Écoutez, bravo. Merci. Merci et à bientôt. À bientôt. Merci. Écoutez, merci à tous les deux. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à nos auditeurs, auditrices ? Quelque chose que vous avez sur le cœur ou pas forcément sur le cœur, mais quelque chose à dire avant qu'on termine. Oublie que t'as aucune chance. Vas-y, fonce. Jean-Claude Duss. Jean-Claude Duss. Merci beaucoup.